Bonjour, l'anatomie des parois de l'abdomen. C'est une question qui est surtout intéressante pour le chirurgien plasticien, essentiellement pour les lambeaux de grand droit. Donc nous allons détailler spécialement ce muscle dans une vidéo spéciale. Néanmoins, il faut mettre ces grands droits dans le contexte des muscles larges. Alors les parois de l'abdomen, dans la région antérieure, ça contient 5 plans. La peau, le tissu sous-cutané, le fascia superficialis, les muscles, le fascia transversalis et le péritoine. Ça fait 6 plans. J'ai compté la peau et le tissu sous-cutané comme 2 plans. Peu importe. Donc la peau, justement, eh bien, cette peau, elle est divisée, comme vous le savez, en 9 régions. On distingue 3 tiers horizontaux, 3 tiers verticaux. Sur la ligne médiane, la partie supérieure, ça s'appelle l'épigastre, la partie inférieure, l'hypogastre, et au milieu, c'est la région périombilicale. Sur chacun des côtés, nous avons les hypochondres, les flancs et les fossés iliaques. Bien. Sous la peau, le tissu cellulaire sous-cutané qui est divisé en 2 couches par le fascia superficialis. Le fascia superficialis donc divise une partie superficielle et une partie profonde. La partie superficielle, elle est richement vascularisée et on déconseille classiquement de l'aspirer. C'est elle qui est responsable des phénomènes de capiton, de peau d'orange, très bien. Alors que la partie inférieure de la graisse sous-cutanée, la partie sous le fascia superficialis, eh bien cette région est pauvre en vaisseaux, mais elle est riche en lymphatique, et donc cette région-là, eh vous pouvez l'aspirer, mais en particulier dans la région sous-ombilicale, on vous déconseille de l'emporter dans votre lambeau pour ces raisons de vascularisation lymphatique. Le fascia superficialis, donc, eh c'est un vestige du muscle possier des mammifères, et ce possier n'est plus musculaire du tout, ce muscle n'est plus musculaire du tout, c'est un fascia, et c'est lui qui est responsable en particulier du pli sus-pubien et chez certaines personnes du pli sus-ombilical. Peu importe. Les muscles, c'est ce qui va nous retenir essentiellement. Donc il y a plusieurs muscles, il y a l'oblique externe, l'oblique interne, le transverse, les grands droits et un muscle inconstant qu'on appelle le pyramidal ou les pyramidaux. Ces muscles sont exactement entrecroisés comme les structures d'un pneu. Le pneu, vous savez, est constitué par plusieurs couches, ce qui fait sa robustesse, sa solidité, sa résistance à toutes les contraintes. Eh bien, l'abdomen, c'est exactement comme un pneu, les parois de l'abdomen, et vous avez les couches musculaires qui sont entrecroisées les unes avec les autres. Le grand oblique, eh bien, ces fibres vont de haut en bas. L'oblique externe, c'était l'oblique externe, le grand oblique, l'oblique interne, ces fibres vont de bas en haut, elles sont obliques, et le transverse, eh bien ces fibres sont antéro-postérieures. Donc c'est entrecroisé et c'est ce qui assure la solidité de la paroi. Alors la première couche musculaire, c'est l'oblique externe, ex-grand oblique. L'oblique externe, eh bien, ces fibres sont obliques, comme son nom l'indique, et c'est en haut, il s'insère sur les 7 ou 8 dernières côtes. Les 7 ou 8 dernières côtes et ces digitations s'engrènent avec celle du serratus, grand dentelé en haut, et celle du grand dorsal sur les 4 dernières côtes en bas. Je vous rappelle qu'une des difficultés de la levée du grand dorsal, c'est de séparer les digitations du grand dorsal sur les côtes et de les séparer de celles du grand oblique. Ou du serratus. Donc ces digitations du grand oblique s'engrènent sur ces 7 ou 8 dernières côtes avec ces muscles-là. À partir de là, les fibres musculaires descendent obliquement et vont converger sur une nappe aponévrotique qu'on appelle l'aponévrose antérieure de l'oblique externe. Très bien, cette aponévrose antérieure de l'oblique externe, eh bien, elle court sur la ligne médiane qu'on appelle la ligne blanche, qu'elle contribue à former avec celle du côté opposé et celle du muscle oblique interne, et en bas, sur le pubis et sur l'arcade crurale, le ligament inguinal. Ce ligament inguinal, eh bien, il est formé par des fibres propres tendues entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine du pubis, et l'enroulement autour de ces fibres propres des fibres du grand oblique qui s'enroulent d'avant en arrière pour l'entourer comme une gouttière ouverte vers le haut. Très bien. Ces fibres
participe également à constituer en bas ce qu'on appelle le ligament lacunaire qui limite à l'intérieur l'orifice herniaire crural et le ligament pectinéal ou ligament de Cooper qui, sur le périoste du pubis, est une structure particulièrement solide. Ici vous avez sur ce schéma le ligament pectinéal et le ligament lacunaire pour vous représenter un peu mieux ce que je vous raconte avec l'enroulement des fibres du grand oblique autour des fibres propres de l'arcade crurale. Alors, les fibres de l'oblique externe constituent plusieurs piliers. Le pilier externe s'insère sur l'épine du pubis du même côté. Le pilier interne, médial, s'insère sur l'épine du pubis de l'autre côté. Et le pilier postérieur s'insère sur l'épine du pubis du côté opposé, en arrière du pilier interne. Et on a donc ici les fibres internes de l'oblique externe donc sont distinguées en trois piliers. Pourquoi? Eh bien parce que entre le pilier externe et le pilier interne, eh bien est limité l'orifice inguinal superficiel qui est fermé en bas par le pilier postérieur du muscle oblique externe du côté opposé. Donc ici vous avez en jaune la constitution de l'orifice inguinal superficiel par où sort le cordon spermatique chez l'homme et le ligament rond chez la femme. Les fibres de l'oblique externe, eh bien, elles ne s'insèrent pas sur toute la crête iliaque, elles laissent en arrière une partie qui est séparée du muscle grand dorsal, et dans ce triangle qu'on appelle le triangle de Jean-Louis Petit, il y a une zone de faiblesse de la paroi abdominale qui n'est couverte que par l'oblique interne et le transverse, et cette région, ce triangle de Jean-Louis Petit qui sépare le grand dorsal du grand oblique au-dessus de la crête iliaque, eh bien, il peut être le siège de hernies lombaires particulières. Sous l'oblique externe, l'oblique interne, donc on va le distinguer, ces fibres sont obliques également et on va les décrire de bas en haut. De bas en haut, les fibres s'insèrent en effet sur le tiers externe latéral de l'arcade crurale et sur toute la crête iliaque de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à sa partie postérieure, et en arrière, elle s'insère sur l'aponévrose, sur l'apophyse épineuse de la 5e lombaire. En haut, elle s'insère sur les 4 dernières côtes. Les fibres montent pour s'insérer sur les 4 dernières côtes en haut et sur la ligne médiane pour se continuer plutôt par l'aponévrose antérieure de l'oblique interne. Et cette aponévrose antérieure de l'oblique interne, eh bien, elle est particulière. Elle est particulière pourquoi? Parce qu'elle va se diviser en 2 lames, antérieures et postérieures, qui vont passer l'une en avant des grands droits et l'autre en arrière des grands droits, ou plutôt du grand droit homolatéral. La lame de division antérieure de l'aponévrose de l'oblique interne va s'unir à l'aponévrose antérieure de l'oblique externe pour constituer le feuillet antérieur de la gaine des droits. Le feuillet postérieur de l'aponévrose antérieure de l'oblique interne va s'unir avec l'aponévrose antérieure du transverse pour constituer la gaine postérieure, la partie postérieure de la gaine des droits. Tout ça, ça n'est valable qu'au-dessus des arcades de Douglas que nous reverrons dans la description du muscle. Ces arcades de Douglas se situent dans la région sous-ombilicale, à peu près à la jonction entre les 2/3 ou les 3/4 supérieurs du muscle avec son quart inférieur ou son tiers inférieur. Et sous ces arcades de Douglas, c'est le schéma du bas, eh bien l'aponévrose du transverse passe en avant des muscles droits et donc il n'y a pas de feuillet postérieur de la gaine des droits à ce niveau-là. Le feuillet antérieur est constitué par les aponévroses antérieures des 3 muscles oblique externe, oblique interne et transverse, et il n'y a pas de feuillet postérieur aponévrotique à la gaine des droits sous les arcades de Douglas. Nous y reviendrons. Les fibres
les plus inférieures, nous avons vu que les fibres supérieures s'insèrent sur les 4 dernières côtes, les fibres moyennes s'insèrent sur cette aponévrose antérieure du petit oblique dont on vient de voir la destinée, selon qu'on est au-dessus ou au-dessous des arcades de Douglas. Les fibres inférieures, eh bien, elles vont contourner le cordon spermatique chez l'homme, le ligament rond chez la femme, l'orifice inguinal superficiel, quoi, pour s'unir à leurs homologues sous-jacentes du muscle transverse pour constituer ce qu'on appelle le tendon conjoint, qui va s'insérer sur le pubis. Les fibres les plus inférieures de l'oblique interne, eh bien, constituent le muscle crémaster qui s'insère sur le cordon et la région du testicule homolatéral. Sous le grand oblique, sous l'oblique externe et l'oblique interne, se trouve le muscle transverse. Vous voyez, ces fibres sont transversales et là on va les décrire de d'arrière en avant. Alors, d'arrière en avant, eh bien, en haut, elles vont s'insérer sur les 6 dernières côtes. Les 6 dernières côtes, attention, ça n'est pas à leur face externe, c'est à leur face interne. Et ces 6 digitations vont s'engrainer avec celles du diaphragme. Donc c'est à la face interne des 6 dernières côtes. Ça va s'insérer aussi sur les apophyses transverses des 4 premières vertèbres lombaires pour constituer l'aponévrose postérieure du muscle transverse. Ça va enfin s'insérer sur la partie antérieure de la crête iliaque et sur le tiers externe de l'arcade crurale du ligament inguinal. Les fibres vont donc se diriger à partir de toutes ces insertions costales, aponévrotiques et sur la crête iliaque, se diriger transversalement, horizontalement, vers l'aponévrose antérieure du muscle transverse qui, comme je vous le rappelle, va passer entièrement derrière les muscles grand droit au-dessus des arcades de Douglas et va passer entièrement en avant des muscles grand droit au-dessous des arcades de Douglas. Ces fibres inférieures vont contourner le cordon ou le ligament rond pour s'unir avec les fibres inférieures de l'oblique interne pour constituer donc ce qu'on appelle le tendon conjoint qui va s'insérer donc sur le pubis et le ligament, l'arcade crurale. Enfin, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons décrire? Eh bien, on va décrire le muscle pyramidal de l'abdomen. Le muscle pyramidal de l'abdomen, c'est un muscle inconstant qui est situé de chaque côté de la ligne médiane, devant les muscles grand droit et qui s'insère sur le pubis. Donc c'est un muscle inconstant qui ne présente aucune particularité chirurgicale. On ne va pas s'y étendre longuement. Les muscles grand droit, eh bien les muscles grand droit, nous allons y consacrer une vidéo spéciale, un chapitre spécial auquel je vous renvoie, puisque ici, si vous avez une question à traiter sur les muscles de la paroi de l'abdomen, eh bien il faut parler du grand droit à ce moment-là. Nous allons en parler en détail. Derrière les muscles droits, je vous rappelle que nous sommes en train de décrire une paroi avec la peau, le tissu sous-cutané, le fascia superficialis, les muscles. Derrière ces muscles, eh bien, il y a 2 couches qui sont le fascia transversalis et le péritoine. Le fascia transversalis, on l'appelle ainsi parce qu'il est situé à la face profonde du muscle transverse de l'abdomen. Il est situé à la face profonde du muscle transverse, au-dessus des arcades de Douglas, évidemment, parce qu'au-dessous, eh bien, on a vu que l'aponévrose du muscle transverse, l'aponévrose antérieure du muscle transverse, passe entièrement en avant du muscle droit correspondant. Donc, le fascia transversalis, lui, dépourvu de son muscle qu'il a abandonné, eh bien, recouvre la face postérieure du muscle grand droit correspondant. Tout simplement. Donc le fascia transversalis, sous le fascia transversalis, il y a le tissu sous-péritonéal. En fait, c'est un tissu surpéritonéal qu'on devrait dire, mais bon, ce tissu sous-péritonéal, il est particulièrement épais et il n'est pas virtuel dans la région sous-ombilicale de l'abdomen où le péritoine est facilement décollable de la paroi que nous venons de voir, la paroi musculaire et le fascia transversalis. Sous ce tissu sous-péritonéal, donc, se trouve le péritoine, dont vous voyez ici un dessin de la face profonde. Ce péritoine est soulevé au niveau de la ligne médiane par l'ouraque et latéralement par le relief des artères ombilicales ou de leurs vestiges. Je vous remercie pour votre attention.